Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de reprendre un peu à l'oral le papier qu'a commis Charles cette semaine sur la désindustrialisation, j'ai à chaque fois du mal à dire ce mot, désindustrialisation de la France, qui en fait est un peu une sorte de parabole, une sorte d'explication à ce que pourrait faire un nouveau président de la République et ce qui devrait changer, ce qu'il aurait à changer dans notre économie et dans tous les pans de l'entrepreneuriat pour essayer que ça redémarre et de faire en sorte que nous redevenions un pays concurrentiel. Alors pour ce faire, tu avais essayé de prendre des exemples comparatifs avec la Suisse. Avec la Suisse. Où chacun sait, les gens crèvent dans la rue, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, et tous les jours, des milliers de Suisses sont à la frontière pour venir travailler en France, tellement la Suisse est moribonde. Moribonde, c'est absolument épouvantable. C'est absolument épouvantable. Dire le franc suisse, c'est une catastrophe. Voilà, et tout est l'avenant. Donc, on va commencer un petit peu par... Alors, parle-nous, Charles, on va essayer de faire incruster, je le donnerai à Guillaume et à Mathilde pour qu'ils l'incrustent, l'indice de la production industrielle et du PIB. Donc, normalement, là, on essaiera de mettre ce graphique que je donnerai. Donc, parle-nous un peu de ce qu'on va voir là. Normalement, on devrait voir 3 points très... donc, le premier désastre, le deuxième... En fait, il y a 4 désastres sur ce graphe. Voilà, parce que, voilà, ce qui se passe, c'est que dans le fond... bon, qu'est-ce que c'est que l'industrie? C'est un endroit où on investit massivement dans des actifs lourds, c'est-à-dire des usines et des choses comme ça, et qui vont durer longtemps, et qui coûtent cher au départ, et qui coûtent cher à entretenir. Et donc c'est prendre le risque du temps, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on essaye de se dire, bon, ben je fais mes calculs et je vais gagner, mettons, du 6 ou du 7% sur mon usine qui est là. À condition que ça ne change pas, que les lois ne changent pas, que le travail ne change pas, le coût du travail, etc. Et c'est sur ce « à condition » que tout a raté en France, parce qu'on n'a pas cessé d'alourdir sans arrêt en France les charges qui pesaient sur l'industrie par rapport à ce qui pesait dans les pays autour de la France. Suisse, Allemagne, c'est la même histoire. J'ai montré la Suisse parce que, curieusement, tout le monde nous compare toujours à l'Allemagne, mais en fait, il y a un pays qui est juste à côté aussi qui s'appelle la Suisse et qui a des bien meilleurs résultats que l'Allemagne, et personne n'en parle jamais. Et donc, j'essaierai d'expliquer aussi pourquoi. Parce que c'est une bonne chose. Donc, vous avez donc des investissements très longs et très chers. Et pour ça, il faut qu'il y ait du capital, bien sûr. Il faut qu'il y ait des travailleurs, bien sûr, et ça, on n'en manque pas en France. Et il faut qu'il y ait, comme toujours, la personne au milieu, qui est l'entrepreneur, qui prenne la décision de faire ces investissements. Et très souvent, la décision, c'est pris aujourd'hui par des grands groupes, mais pas toujours. Ça peut être pris par un petit bonhomme qui monte une nouvelle usine, etc. Et il faut bien rendre compte que cet entrepreneur, il a quand même une obligation, c'est que très souvent, il va emprunter tout ou partie de l'argent qu'il va investir. Bon. Alors, il emprunte cet argent, et dans ses calculs, sinon il ne fait pas l'investissement, il faut que la rentabilité du capital, c'est-à-dire ce qu'il va gagner sur la durée, soit supérieur au coût du capital qu'il met au départ. Sinon, pourquoi se lever le matin? Sinon, pourquoi se lever ce matin? Donc, il va faire ses calculs savamment, et il va découvrir que depuis 1980 à peu près, même un petit peu avant, on est dans une situation curieuse en France où les pays autour de la France, pour la même quantité de capital qu'on met, ont une rentabilité supérieure. Par exemple, la marge brute d'autofinancement des entreprises allemandes. Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est la marge brute d'autofinancement? Alors, bien sûr, je vais rappeler. C'est pas très difficile, c'est ce que j'appelle une comptabilité de cuisinière. C'est-à-dire que vous
vous avez de l'argent qui rentre comme ça, puis à la fin, vous avez qui vient de vos ventes, vous avez l'argent qui est sorti, et puis au milieu, il reste quelque chose. Ben, c'est ce qui reste quand on a payé toutes les dépenses et vendu tous les trucs. Ça, c'est ce que tu la appelles la marge brute. C'est ce que je comprends, grosso modo, en comptabilité, moi-même ayant été un chef d'entreprise très longtemps, c'est une fois que j'ai payé tout, qu'est-ce qui reste au milieu? J'ai vendu tout ce que je pouvais, qu'est-ce qui reste au milieu? Donc, c'est une notion assez simple. S'il reste 2 fois plus en Allemagne qu'en France, ben, je vais peut-être mettre mon usine en Allemagne, non? Donc, il faut bien se rendre compte que la principale raison de la désindustrialisation de la France, c'est simplement le fait que la rentabilité du capital investi dans l'industrie en France est insuffisante. Je crois que c'est la première des constatations qu'il faut faire, parce que les gens ne sont pas idiots, ils ne vont pas aller mettre des usines dans les endroits où ils vont gagner moitié moins qu'à côté, ou où ils vont perdre de l'argent. Alors, parce que si on revient donc au schéma qu'on a montré aux téléspectateurs, on voit donc ce premier désastre qui sont l'indice. En fait, c'est un graphique avec deux courbes, une qui montre l'indice de la production industrielle en base 100 donc sur la base de 1971, et l'autre, c'est l'indice de PIB français, base 100. Donc on voit bien à 4 moments, effectivement, des décrochements sur l'indice de la production industrielle, le premier desquels commence en 1981, avec Mitterrand et Mauroy, et la formidable aventure que fut le contrôle d'échange. Le contrôle d'échange, contrôle du crédit, contrôle des prix, etc. Parce que si vous contrôlez les prix, il est bien évident que si vos coûts augmentent et que vous ne pouvez pas augmenter vos prix, votre rentabilité va se péter la gueule. En plus, Mitterrand avait nationalisé toutes les banques, ce qui fait que vous perdiez vos contacts bancaires. Maintenant, c'était le ministère des Finances qui décidait si vous aviez le droit de faire des investissements ou pas. Donc on est passé d'un seul coup à une économie socialiste, et les gens se sont dit, oh là là, ça a changé les termes juridiques du système. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils se retrouvaient... avec une propriété privée un peu plus chancelante. Voilà, et on attaquait de front la propriété privée. Ce qu'il fallait, c'était, à l'époque, je me souviens, j'étais jeune, mais au Palais Bourbon, il y avait un député de l'opposition qui avait dit « mais c'est la loi de l'offre et de la demande », et il y avait un député socialiste, c'est une loi que nous allons abolir. Donc le type, ils avaient tout compris, quoi. Abolir l'offre et la demande, c'est quand même un machin un peu difficile. Donc il y a eu une première qui était une vraie attaque, si j'ose dire, idéologique, contre, dans le fond, l'entrepreneur. C'était la première attaque. Et le pauvre entrepreneur, c'est quand même un homme normal. Il n'aime pas être détesté, quoi. Donc il s'est dit, si je suis détesté en France, je vais aller exercer mes talents ailleurs. J'en connais un ou deux qui sont partis à Londres pour moins que ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vois pas très bien de qui on parle, mais donc je me suis dit, bon, ça, voilà. Et donc, la première des causes, la cause fondamentale, réelle, c'est donc, on ne gagne pas assez d'argent dans l'industrie en France. Première chose. Et donc les gens cessent d'investir, et l'indice de la production industrielle, qui depuis la nuit des temps suivait le PIB en valeur, c'est-à-dire que les deux montaient ensemble, quoi, c'était à peu près la même chose, à partir de 1980, ça commence à décrocher, ça commence à croître moins vite. Bon, ça c'est la première des grandes crises. Ensuite, on a une deuxième imbécilité, c'est bien sûr les 35 heures. Où d'un seul coup, vous intervenez... Attends, parce que tu as oublié entre-temps, en 1994, Trichet devient gouverneur de la Banque de France. Oui, alors Trichet devient gouverneur de la Banque de France. Et politique du Francfort. Et politique du Francfort. Alors ça commence à être le donc deuxième... là, on est en 94-95. 94-95. Il y a eu toute une série de gens en France, dans la haute administration, qui n'avaient jamais mis les mains dans le cambouis, qui ne comprenaient rien aux affaires, mais enfin qui étaient inspecteurs des finances et qui décidaient de tout, dont le chef était Trichet, parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. La politique économique de la France a été faite par Trichet de 1988, où il était directeur général du Trésor, à peu près. Ensuite, il est passé à la Banque de France, ensuite il est passé à la Banque Centrale Européenne, mais ça n'a pas changé. C'était de dire, on va forcer la France à se réformer en ayant une monnaie forte. C'est-à-dire que, puisque les Français ne sont pas capables de se discipliner, on va leur mettre la discipline d'un taux de change très élevé, celui d'Allemagne, et on tiendra là, et comme ça, ils seront obligés de faire baisser leurs coûts.
Mais ce que ne voyaient pas les gens, c'est que, oui, soit je peux faire baisser mes coûts, avoir des grèves, etc., soit je peux fermer mon usine en France et la mettre en Allemagne. Et au bout d'un certain temps, la solution la plus simple, c'est d'aller la mettre en Allemagne, d'aller la mettre en Suisse, d'aller la mettre en Angleterre, en Hongrie, en Tchéquie, n'importe où. Donc ça a été une première erreur gigantesque, c'est de penser qu'on pouvait changer les termes du marché et forcer à les Français à avoir une concurrence dont ils ne pouvaient pas assumer les termes, quoi. On leur mettait une monnaie trop chère et on leur disait démerden Sie sich. Démerden Sie sich, c'est bien joli, mais vous faites faillite, quoi. Et comme Trichet voulait, quand l'Allemagne s'est réunifiée, le gouvernement français a décidé qu'en aucun cas nous ne dévaluerions contre le Deutschmark, parce que c'était l'horreur. On avait dévalué 3 fois contre le Deutschmark dans les années 80, 82, 83. Et donc ça avait été très très mal, c'était affreux, et donc on a refusé. C'est drôle cette obsession qu'ont les Français encore maintenant, parce que je l'ai souvent dans des commentaires. Française. Non, les Français en général, parce que je m'occupe des commentaires sur le site, et très souvent les gens disent oui, c'est important le franc fort, la notion d'une monnaie forte, comme si ça définissait, je sais pas, une sorte de virilité. Voilà, mais je crois que c'est ce que disait Madame Thatcher toujours, elle disait le problème avec les banquiers centraux, c'est qu'ils prennent le taux de change pour un symbole de virilité et que ce sont des vieux messieurs. Donc, ça me faisait toujours rigoler. Parce qu'il faut quand même voir que l'avantage, quand effectivement c'est désagréable de dévaluer d'une certaine façon, parce que tu vas pas pouvoir passer tes vacances aussi bien dans d'autres pays, mais ça relance ton entrepreneuriat, ton tissu d'entrepreneur, et ça permet les exportations dans des bonnes conditions. Oui, mais c'est très mauvais pour les fonctionnaires. Parce que les fonctionnaires, eux, ils sont payés. Si les entrepreneurs sont sous-payés avec une monnaie forte, les fonctionnaires sont surpayés. Et eux, ils sont très contents. Donc, ils peuvent aller passer leurs vacances en Thaïlande. Ça, c'est vrai que quand tu vas je sais pas, si tu vas à Bali, c'est impressionnant de voir le nombre de Français qui crapahutent. Tu te dis, et qui vivent, parce que c'est vrai que tu peux vivre avec... tu vis avec très peu d'argent. Très peu d'argent. Je connais des gens qui touchent le RMI et qui vivent en Thaïlande ou à Bali, quoi. Voilà. Gentiment, mais bon, la misère est moins triste au soleil, donc tu vis bien sur une plage. Ils vivent bien, c'est pas... Donc, il y a eu cette première erreur du franc fort, et il faut que les gens se mettent dans la tête, une fois pour toutes, que le taux de change est un prix, et que ce prix essaye, dans le fond, de s'approcher de la rentabilité du travail et du capital dans le pays en question. Un pays qui a une rentabilité plus forte aura une monnaie plus forte sur le long terme, il n'y a rien à faire. Donc, si vous prenez des mesures pour que la rentabilité du capital baisse, et que vous maintenez et vous faites monter la monnaie en même temps par des mesures technocratiques, ce qui se passe, c'est qu'il y a une différence qui se crée et que celui qui paye la note, la variable d'ajustement, c'est les profits des entreprises qui se pètent la gueule. Or, il y a une relation qui ne manque jamais d'être prouvée dans tous les pays du monde, c'est que si la rentabilité des entreprises baisse, 1 an après, le chômage commence à monter. Parce que les gens, ils ne peuvent plus embaucher personne. Mais ça, c'est ce dont tu parles juste maintenant. Les gens ont beaucoup de mal à le comprendre comme ça. En général, il y a une question de qui de la poule ou de l'œuf dans cette histoire. Et très souvent, les gens pensent que c'est l'inverse, que quelque part, le chômage arriverait comme une espèce de malédiction. Et du coup, comme il y a du chômage, on ne recrute pas. Alors que c'est parce que 9 mois en amont, la marge brute s'est effondrée, que 9 mois plus tard, on a du chômage et la grande erreur, c'est de penser que puisque le secteur privé n'embauche pas et qu'il ne fait pas son devoir, on va embaucher des fonctionnaires. Mais là, c'est ce qui se passe. J'entendais je ne sais plus quel ministre qui disait d'ici la fin de l'année, on va embaucher 10 000 personnels de contrôle de je ne sais pas quoi. Je me dis, et allez, encore une fois, voilà comment fictivement augmenter le PIB, puisque c'est une mesure secteur privé, secteur public, et donner l'impression que notre PIB serait tenu et qu'on serait sorti. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur le graphique qu'on vous a montré. La ligne bleue continue de monter. Donc, nous donne artificiellement l'impression que notre PIB serait... Le PIB,
reviendra. C'est une Voilà. mesure de la richesse qui est complètement farfelue. Complètement farfelu. Donc on était là au troisième des As, donc les 35 heures, qui ont fait qu'en fait, Baisser la rentabilité des entreprises. donc les gens se sont dit, bah, je vais aller dans des pays où pour le même argent, bah, évidemment les gens sont pas idiots, ils se sont dit pour le même argent j'ai des employés qui vont travailler 39, 41, 42, alors qu'en France ça va être 35 heures, plus un code du travail qu'on adore tous, hein, parce que... 3500 pages. Attends, tous les ans, hein, et puis on en rajoute, des frais généraux pas possibles, des syndicats qui te pètent les roustons, veux-tu en voilà. Donc Des grèves incompréhensibles. Donc les gars sont pas plus cons que mal habillés, ils se disent finalement, bah ouais, je vais peut-être aller en Pologne parce que ça se passe mieux en Pologne. Surtout s'il y a un libre-échange entre les deux pays. Si on avait mis des barrières douanières, ça aurait été idiot. Mais d'habitude, ce qu'on faisait dans le passé, c'est qu'on prenait des mesures idiotes et on prenait on montait des barrières douanières. Mais là, à la même époque, les mêmes étaient en train avec Delors, etc., étaient en train d'essayer de faire baisser les barrières douanières comme des malades. Alors s'il y a un savoir-faire incroyable, si par exemple on parle de broderie Le Sage ou je ne sais quoi, à la rigueur là tu peux avoir des micro-marchés qui se maintiennent parce qu'il y aurait un savoir-faire. Ou c'est des endroits où il y a une rentabilité du capital qui est tellement énorme et qu'on ne sait pas faire ailleurs qu'en France. Bah c'est pour ça que le luxe... Comme les sacs Hermès, c'est comme ça que le luxe en est sorti. Le luxe en est sorti, Ou les très grands vins. aussi parce qu'ils ont été très malins pour Hermès, ils ont absolument intégré toute la chaîne de production, c'est-à-dire ils ont racheté au fur et à mesure tous les marchands de peau. Et aujourd'hui, si en France, tu essaies de créer des sacs en achetant ces très belles peaux de porc, tu n'en trouves plus sur le marché. Crocodiles. Alors les crocodiles, c'est encore autre chose parce que maintenant, c'est très très tendu. Donc tu as 10 peaux par an qui sont vendues, c'est hallucinant. Mais des très belles peaux de porc bien tirées comme ça, c'est très difficile de les avoir. Et ils ont racheté aussi tous les fabricants de fermoirs. Donc tu ne trouves plus en France de gens qui vont te faire des fermoirs, des jolis fermoirs pour tes sacs. Donc en fait, en rachetant et en intégrant toute leur ligne de production, à part en allant en Espagne ou en Italie où tu as encore des belles peaux, tu ne vas pas trouver à créer tes sacs, même si tu voulais faire... Exactement, et du coup, ils ont été aussi à racheter les valeurs de luxe en Italie ou en Espagne. Mais oui. Ce qui n'était pas bête. Mais c'était une façon de créer une espèce de monopole qui les protégeait contre l'imbécilité. Oui, Hermès, je comprends leur succès parce qu'ils y ont travaillé en faisant, ça n'est pas déloyal, en rachetant tout ça, toutes ces peaux, tout ce savoir-faire. Et en continuant à faire des produits d'une qualité extrême. D'une qualité maintenue. D'une qualité maintenue. Donc ça a été un élément. Donc ils se sont placés à un endroit où, dans le fond, ils devenaient, en termes techniques, on appelle ça un peu inélastique par rapport au prix. Complètement. C'est-à-dire que si on veut un beau sac Hermès, eh ben, ma pauvre dame, il faut le payer. Et cela dit, je crois que si tu prends la valeur d'un sac Hermès sur les 50 dernières années, je crois qu'il a dû faire fois 500 le S&P. Hein. Oui, c'est ça. Ça a été une... Il a marché le sac Hermès en vente. Un sac en croco que tu aurais acheté dans les années 90, je peux te dire qu'il t'a tout explosé. C'est pas difficile, j'ai un cas précis dans la famille. Un sac Hermès que j'avais acheté donc dans les années 90, il se vend aujourd'hui sur Internet, là, il se vend au prix en euros où je l'avais acheté en francs. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'il a multiplié par 7, allez. Voilà. Facile. Bah, tu as peu d'acquisitions qui marchent par 7. Bah oui. En tout cas, pas l'immobilier. Oh, quoique, ça dépend. Enfin, ça dépend où, mais en tout cas, pas en France. Pas en Auvergne. Pas en Auvergne, peut-être en... Donc voilà, ça, c'est le deuxième, le troisième... Alors, là, il faut quand même un coup de génie. C'est que Madame Aubry et Monsieur Strauss-Kahn, qui étaient derrière toutes ces idées, parce que bien qu'il soit un économiste... Pardon, c'était juste la vision de Strauss-Kahn derrière qui m'a... Derrière Aubry. Derrière Aubry qui fait rire. Non, autant pour moi. Qui t'a fait rire, tu ne devrais pas rire. C'est très mal vu. Donc, Monsieur Strauss-Kahn, Madame Aubry, ont fait monter massivement le coût du travail en France, pendant que les Allemands, avec les réformes Charte et les réformes du travail en Allemagne, avec le chancelier Schröder, travaillaient pour faire massivement baisser le coût du travail en Allemagne. C'est-à-dire que pendant que nous, on était en train de mettre nos entreprises en faillite, eux, ils faisaient tout pour augmenter la marge des entreprises. Il faut se souvenir que l'Allemagne était gérée depuis toujours, en fonction d'un principe qui avait été celui d'un socialiste, le chancelier Schmitt, qui exerçait à l'époque de Giscard, qui disait les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Il avait tout compris. Hein. Il avait tout compris. Mais il y a des socialistes qui ne sont pas idiots. Ah bah oui, tu dis toujours beaucoup de bien de Bérégovoy. Hein. Je dis toujours beaucoup de bien de Bérégovoy, par exemple, il avait tout compris. Il était très ambidextre, et puis visiblement très souple, mais au-delà de ça, il était très, capable de se tirer des balles dans la tête. Par l'arrière. Il s'est suicidé de 2 balles, ce qui est assez rare. Mais, et donc, voilà. Donc, on faisait, c'était une troisième erreur, ce qui était...
Quand j'étais jeune, j'avais le père d'un ami qui était inspecteur général des finances, donc tout en haut de la structure. Il avait été chargé par le gouvernement Giscard de faire une étude sur l'impact des plans de relance français qu'on avait fait dans l'histoire. Bon, c'était un gros sujet. Donc il était venu me montrer ça tout fièrement, son travail à l'époque. Et j'avais lu, et j'avais dit, vous savez, vous avez quelque chose d'extraordinaire, c'est que vous avez fait un travail sans aucune référence au pays d'à côté. Ah oui, ah oui. Et donc j'avais dit, maintenant vous ne comprenez pas que si par exemple on stimule la consommation en France, ben, ça va stimuler la production en Allemagne, mais peut-être pas chez nous. Ce qui était exactement ce qui s'était passé dans les années Mitterrand. Aujourd'hui, si tu donc stimules... ils ont refait la même erreur, mais puissance 10. À la fin des années 90, ils ont fait les deux, en préparation de l'euro en quelque sorte. À partir du moment où on allait bloquer notre taux de change vis-à-vis de l'Allemagne, ils se sont débrouillés pour que le coût du travail augmente, que le coût du travail allemand avait baissé, et là on a bloqué le taux de change. Donc on a foutu les entreprises françaises dans un carcan dont elles se sont jamais remis. Et c'est là où on arrive à la quatrième erreur, c'était l'euro. C'est que si la façon dont on s'en sortait dans le temps, dont l'Italie, la France, l'Espagne s'en sortaient, c'est que comme l'Allemagne était plus productive, elle était mieux gérée, en termes clairs, ce qui se passait, c'est que de temps en temps, pour éviter que les entreprises françaises ne sautent à cause de la concurrence allemande, on dévaluait un petit coup. Ce qui permettait de garantir la rentabilité. Et donc ça permettait de payer les fonctionnaires un peu en monnaie de singe. Mais là, ça fait. Et puis aux entreprises de survivre. Aujourd'hui, depuis l'euro, c'est ce que je ne cessais d'écrire depuis mon premier livre, Les lions menés par des ânes, j'ai dit, ce que ça va faire, c'est ça va faire trop de maisons en Espagne. Parce que les maisons en Espagne, à l'époque, les gens les voulaient parce que c'était au soleil, quoi. Et puis les taux d'intérêt avaient baissé, donc c'était très bien. Puis ça va faire trop de fonctionnaires en France, parce que comme l'emploi va s'écrouler, on va embaucher des fonctionnaires pour masquer le désastre. Et puis ça va faire trop d'usines en Allemagne, et on y est. Alors justement, attends, revenons sur ça, parce que ça, c'est les gens souvent sont moqueurs et disent « Oui, mais Charles Gave, il avait prédit que ça allait sauter, l'euro, puis regardez, rien n'a sauté. » Alors c'est assez simple. Je m'en suis expliqué ici une ou deux fois d'ailleurs. Bah oui, mais comme il y a des gens qui continuent à me poser la question, je continue à te la poser aussi, parce qu'ils n'écoutent pas. Alors je vais vous dire, j'avais écrit un livre il y a quelques années, en 2013 ou 2014 par là, qui s'appelait « L'État est mort, vive l'État ». Alors le premier État était avec un grand E, et le petit État était avec un petit E. C'est-à-dire que c'était une fine astuce pour dire qu'il allait falloir passer d'un gros État à un petit État, quoi. Un État plus rassuré, plus ramassé, plus bon. Et j'avais fait des calculs extraordinairement savants, dont j'étais très fier, pour montrer que vers 2015-2016, les emprunts qu'allait devoir faire l'État français compte tenu de son déficit budgétaire, qui était la cause de la destruction de l'industrie, qui était la conséquence de la destruction de l'industrie, il ne faut pas se tromper. Si les impôts s'écroulaient, c'est simplement parce qu'on ne produisait plus rien. Donc, déficit budgétaire, il fallait mettre sur le marché des papiers, et puis il fallait aussi, la dette qui venait à échéance, qui avait été mise il y a 10 ans, il fallait aussi la maturité, et il fallait la rajouter. Donc j'ai arrivé au fait qu'on allait avoir des sommes qui ne passeraient plus sur les marchés financiers, qui étaient trop fortes pour les marchés financiers, et qu'on allait avoir une crise un peu comme... De liquidité. Un peu comme la crise grecque. C'est pas de liquidité, là, c'est de solvabilité. Solvabilité, les gens allaient se poser des questions sur la solvabilité de la France. Je me suis dit, c'est très bien. Donc vers 2015-2016, on a un gros problème. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé en 2015-2016 ? Ils ont changé les règles du jeu. C'était BAL 2. Non, ça c'était BAL 2, c'était autre chose. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont changé les règles du jeu, c'est-à-dire qu'ils ont dit, à partir de maintenant, les obligations vont être achetées par la Banque Centrale Européenne. C'est-à-dire que, d'un seul coup, ils changeaient les règles du jeu. Et donc, c'est pour ça que le système a tenu, c'est qu'il y avait une interdiction formelle, constitutionnelle, que le déficit budgétaire soit financé par la Banque Centrale. Et puis, ils ont dit, au diable le traité, c'est un chiffon de papier, à partir de maintenant, c'est la Banque Centrale. Donc, on a remplacé l'épargne des Français ou des étrangers qui devaient financer le déficit budgétaire par l'impression de billets. Donc, en fait, d'une certaine façon, ils ont sacrifié l'économie réelle à la technocratie. Eh bien, complètement. Ils ont sacrifié les gens à la technocratie, et ils savent très bien que... Donc on est engagé dans un combat à mort, là. Là, on est engagé dans un combat à mort, et il ne peut pas y avoir de sortie par le haut. Il ne peut pas y avoir de sortie par le haut. C'est pas possible. C'est l'un ou l'autre qui crève. C'est soit l'euro, soit la France qui crève. C'est ça à peu près
Donc soit on se fédère maintenant, et on oublie nos identités, on oublie la France, Et on se laisse guider par l'Allemagne. Et on se laisse guider ou par la BCE. Oui, mais c'est ça, enfin, par des fonctionnaires européens. Par les fonctionnaires européens. Et c'est exactement le combat qui est en cours entre l'Union européenne et la Hongrie et la Pologne, qui disent, mais attendez une seconde, vous n'avez pas le droit, il y a un certain nombre de choses que vous nous demandez qui ne sont pas dans les traités. Et les autres disent, si, vous avez voté pour ça, vous devez les lois de la BCE ou les lois de la Commission européenne sont supérieures aux constitutions. Et les Polonais disent, ben non. Donc on retrouve, comme c'est une construction technocratique, la doctrine chère à M. Brejnev. Pour les jeunes qui sont ici, Brejnev, c'était le patron de l'Union soviétique dans les années 70 et 80, qui avait inventé une notion c'était la souveraineté limitée. C'est-à-dire que tous les pays, la Pologne, la Hongrie, ils étaient souverains, mais ils avaient une souveraineté limitée, quoi. Il y avait des tas de choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Et puis s'ils le faisaient, paf, on envoyait les chars. Ça, j'aime bien, c'est comme la liberté encadrée, une notion baladurienne. Une notion baladurienne, tout ça, c'est des bêtises. Dès que vous mettez un autre mot contre un mot, c'est en général pour le contredire. Donc c'est un en même temps. Très souvent, on a des pays africains, mais qui nous parlent de république démocratique, et plus tu me mets démocratique derrière, moins ça fait république. Ça fait république. Mais la république démocratique allemande, elle était ni allemande ni démocratique. C'est assez classique. Donc, on a eu ces 4 erreurs. Donc ça, c'est l'historique. Donc il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que la classe dirigeante française, toute technocratique, elle n'était pas autre chose, qui a pris le pouvoir avec Giscard, pendant cette période-là, s'est enrichie de façon inimaginable, parce qu'ils ont fait 2 choses. D'abord, ils ont nationalisé tout, et après avoir nationalisé, 3 ans après, ils ont tout dénationalisé. Après avoir mis à la tête de tous les groupes des caciques socialistes. Mais des trucs comme Péchinet qui avaient été nationalisés, quand ils ont été privatisés, les gars qui étaient au sommet s'étaient attribués des stock options et ils ont touché des montants gigantesques. Des gens comme Jaffray, El Ferrap, etc. Donc il y a eu un premier enrichissement gigantesque qui s'est produit là, qui était complètement crapuleux, parce que ces gars-là un enrichissement sans cause, vraiment. Un enrichissement sans cause complet. Et puis ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont collés la deuxième façon de s'enrichir, c'était que dans le fond, comme la seule façon de s'en sortir, c'était d'avoir des contrats avec l'État, c'est qu'ils se sont laissés acheter par tous les grands groupes pharmaceutiques, etc. Et la troisième chose qu'ils ont faite, c'est qu'il restait en France quand même un nombre énorme de sociétés qui avaient des savoir-faire, des brevets, et ils ont vendu ça aux étrangers, avec l'aide de banques d'affaires, et curieusement, on retrouve le monsieur qui a vendu beaucoup de ces sociétés, enfin qui avait beaucoup travaillé à vendre ces sociétés, l'archétype étant Alstom, à la tête de l'État. Et donc, Alstom a payé des sommes gigantesques à tous les consultants pendant sa vente, comme ça se passe, les banques d'affaires, les cabinets d'avocats, etc. Je ne sais plus quel était le chiffre, mais c'était monstrueux. Et imaginez-vous quand même que par hasard tout à fait remarquable, tous ceux qui ont payé pour la campagne de Macron, c'était ces gens-là. Donc, on a été dans une entreprise de pillage de la France menée par la structure technocratique socialiste que Mitterrand a mis au pouvoir en 1980. Il faut bien que les Français se rendent compte que la France, depuis donc 1980, ça va faire 40 ans, est gouvernée par une bande de gens qui ont fait de l'abus de biens sociaux comme jamais dans l'histoire de France, et qui s'en sont mis plein les fouilles. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec ni ce qu'on appelle un libéralisme, ni une ouverture des frontières ou une mondialisation, le fait qu'on se retrouve... Écoutez, la mondialisation, tout le monde explique que c'est la faute de la Chine ou je sais pas quoi. Enfin, la Suède va très bien, merci, qui est une puissance industrielle, la grande puissance industrielle du Nord. La Suisse, c'est ce que je montre dans ce papier, se porte extrêmement bien. L'Allemagne va pas mal, l'Autriche va très bien. Donc en fait, on est plus dans la situation dans laquelle on est à cause de corruption interne. Absolument. Que véritablement à cause de stimuli extérieurs qu'on aurait mal gérés et qu'un protectionnisme pourrait
aider ou garantir. Voilà. Puisque de toute façon, comme le problème est interne... Le problème est interne. S'il y avait eu du protectionnisme, ils auraient pu voler encore plus. Encore plus, mais peut-être ça aurait été plus difficile. Donc il faut pas, la première des choses qu'il faut faire... Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Il ne faut pas se tromper d'ennemi. Et il ne faut pas dire c'est la faute des Chinois ou c'est la faute des Indiens. Nous avons eu une classe dirigeante criminelle. Bon, ça c'est la première des choses. Alors, maintenant, la deuxième étape, c'était ces gars-là se sont dit, bon ben, ils ne se sont pas dit, mais c'est la réalité des faits. Comme les entreprises gagnaient de moins en moins d'argent, qu'elles étaient de plus en plus soumises à la concurrence, elles n'embauchaient pas. Donc normalement, le chômage aurait dû aller à 20%, le franc français s'effondrait, et les socialistes retournaient à leurs chères études, c'est-à-dire que les Français les auraient virés. Mais c'est là où ils ont été très malins, c'est qu'ils ont fait la décentralisation, c'est-à-dire qu'ils ont donné le pouvoir à des caciques socialistes, encore une fois partout en France, d'embaucher des gens qui n'avaient rien à faire. Oui, pour faire des communautés de communes. Des communautés de communes, des trucs, des machins. Et il y a un livre prodigieux qui avait été écrit par une femme qui s'appelait... Zoé Shepard. Zoé Shepard, vraiment débordée. Absolument débordée. Absolument débordée. Qui était chez ce cher monsieur Juppé. Qui était chez monsieur Juppé et qui montrait qu'à la mairie de Bordeaux. Non, c'était pas la mairie, c'était à la région. À la région, elle était à la communauté de région. À la région de Bordeaux, les gens disaient il faudrait mettre un lit dans les couloirs parce que vraiment il n'y a rien à foutre, au moins on pourrait dormir, quoi. Donc elle racontait qu'elle n'avait rien à faire. Et donc tous ces gens-là étaient payés à ne rien foutre. Donc alors, si vous mettez, c'est ce que je mets sur un certain nombre de graphiques, mais là je vais parler d'un graphique que j'ai souvent utilisé dans le temps, mais que je n'ai pas mis dans ce papier. Vous mettez le graphique de la production industrielle allemande et du PIB allemand. Et depuis longtemps, c'est pareil. Ça monte de la même façon. C'est-à-dire, l'Allemagne, c'est ce que j'appelle une croissance équilibrée, quoi. Et l'État allemand reste à 40% du PIB. Voilà. Juste pour situer, on est combien, nous, en France, en pourcentage du PIB, l'État français ? Aujourd'hui, on s'en rapproche de 61. Et la Suisse est à ? Est à 33. Mais la Suisse est à 33 depuis 1973. Nous étions à 33 en 1973. La Suisse est toujours à 33. Et la France est passée de 33 à 61. Donc, ce qu'ils ont fait... Et à l'époque, Pompidou avait dit à Chirac... non. Dans ce qu'avait dit Giscard, c'est qu'au-dessus de 40, on rentre dans un système communiste. Et donc on est à 61. Bravo les gars. Donc il faut se rendre compte, quand même, les gens doivent se rendre compte que le poids de l'État dans l'économie française est très supérieur au poids de l'État chinois dans l'économie chinoise. Hein. Mais très très supérieur, le double à peu près. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas rigoler, quoi. S'il y a un pays capitaliste maintenant dans le monde, c'est la Chine. Il n'est pas démocratique, mais il est capitaliste. C'est autre chose. Bon, voilà. Donc ça s'est passé comme ça. Et donc, on a assisté pendant toutes ces 4 grandes imbécilités. La réponse, ça a été toujours que le déficit budgétaire explose et qu'on embauche de plus en plus de fonctionnaires. Et donc, le PIB français a eu la même croissance depuis 1998, la même croissance que le PIB allemand. On les met tous les deux, ils sont pareils. Donc, les technocrates français disent, vous voyez, on s'est bien débrouillé. Mais pendant que le PIB allemand est passé de 100 à 120 avec le PIB français et avec la production industrielle allemande, la production industrielle française est passée à 80. Et la différence, c'est les 40 points de PIB. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a embauché des fonctionnaires comme un fou. Et c'est pour ça qu'il faut expliquer aux gens que le PIB est une plaisanterie. Alors, je vous explique quand même, parce que peu de gens le savent, comment le PIB est calculé. Je reprends la marge brute d'autofinancement des entreprises, qui est grosso modo les profits des entreprises. Bon, ça, ce sera le PIB du secteur privé. Combien vous avez mis dans le système, combien vous avez touché, et la différence, c'est la marge, c'est-à-dire le profit des entreprises, c'est la valeur ajoutée créée par le secteur privé. Voilà, boum. Mais on ne sait pas calculer la valeur ajoutée du secteur public. Quelle est la valeur ajoutée d'un professeur? Quelle est la valeur ajoutée d'une infirmière? Personne ne sait. Puisqu'il n'y a pas de prix de marché. Donc, il y a pas de, vous êtes forcé d'acheter ça. Donc, bon, alors on a décidé dans les conventions
que le PIB du secteur public, ce serait les salaires payés dans le secteur public. Et donc ce qu'on fait, c'est que vous embauchez 10 000 fonctionnaires, et hop, le PIB monte. D'autant. C'est magique. Sachant que les fonctionnaires sont payés par nos impôts. Donc, quelque part, il n'y a pas... En fait, ils n'ont pas été par nos impôts, parce qu'ils n'ont même pas eu le courage d'augmenter les impôts. Tout le monde aurait gueulé. Ils les ont augmentés quand même. Hein. Mais ils ont été augmentés. Enfin, ils les ont augmentés par la dette. Ben voilà, c'est la dette qui est de l'impôt différé. Ça veut dire qu'une démocratie fonctionne si le citoyen contrôle l'État par le vote du budget. C'est la grande notion de Locke. Mais là, on augmente les impôts, parce que la dette, c'est de l'impôt différé, pas sur nous, qui ne votons, mais sur nos petits-enfants à qui on n'a pas demandé leur avis, quoi. Et qui vont se retrouver avec une dette colossale. Ils vont se retrouver, et avec donc un niveau de vie beaucoup, beaucoup plus bas. Et donc, ils ont donc détourné la démocratie en se servant de la dette. Et comme les taux d'intérêt sont très bas, à cause de la BCE... À cause d'eux. Pour maintenir tout ça sous cloche. Sur cloche, et bien à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que c'est un peu les épargnants et beaucoup les petits-enfants qui vont payer. Donc les épargnants assez vite, j'en ai souvent parlé. Donc c'est un système qui, contrairement à un système de marché, ne retourne pas à l'équilibre naturel. Il diverge sans arrêt. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtent pas de prendre des mesures pour empêcher que la divergence ne devienne explosive. Alors qu'un système de marché, ça bouge tout le temps, mais ça revient toujours à la moyenne, quoi. C'est toujours comme ça. Or, en physique, en théorie physique, un système qui diverge naturellement explose toujours. Un système qui converge naturellement est appelé stable. Donc aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'il y a toute une partie de l'Europe, toute l'Europe du Sud, France, Italie, Espagne, qui est dans ces systèmes naturellement divergents. Et que l'Europe du Nord reste dans un système naturellement convergent. Donc on se dit, mais c'est pas stable. C'est pas possible, on va avoir un énorme problème, un de ces quatre, et ça va être dangereux comme tout. Donc voilà, il y a eu ces 4 erreurs, et aujourd'hui, quand vous regardez par exemple, vous faites un petit ratio, vous savez, moi j'aime bien montrer les choses de façon visuelle, parce que là, vous montrez dans le fond 40 ans d'histoire avec une image. Donc, c'est difficile de dire que ça ne marche pas, quoi. Je veux dire, on dit, bon, bref. Donc, par exemple, vous mettez le poids de l'État suisse, 33%, qui n'a pas bougé, qui est à peu près aussi plat qu'une crêpe, quoi. Flat as a pancake, hein, comme disent les Américains. Plat. Vous montez le poids de l'État français, comme ça, qui monte, qui maintenant, on l'a dit, Giscard. Qui est à 60%. Vous faites le rapport entre les deux, historiquement, comme ça. Et vous voyez que l'État suisse divisé par l'État français, ça ne cesse de baisser. L'État suisse étant plus efficient, ça ne cesse de baisser. Rappelons qu'en Suisse, ils ont des infirmières, des routes, des hôpitaux, des écoles. Ils ont le niveau de vie le plus élevé du monde. Ils ont la monnaie la plus forte du monde. Ils n'ont pas de déficit budgétaire. Ils ont une agriculture qui fonctionne avec des paysans qui ne sont pas à mourir de faim. Qui ne meurent pas de faim. Bref, tout marche en Suisse. Hein, c'est absolument extraordinaire. Et donc vous faites un rapport entre les deux et vous mettez le rapport des taux de chômage entre la France et la Suisse. Hein. Et vous découvrez, si vous faites la même chose pour l'Allemagne, c'est vrai, vous faites la même chose pour l'Angleterre, c'est vrai partout. Plus le poids de l'État dans l'économie augmente, plus le chômage augmente. Parce que quand vous embauchez un fonctionnaire, qu'est-ce qui se passe? C'est vos impôts qui les payent. Et donc si c'est vos impôts qui les payent, ton niveau de vie, il va baisser. Donc tu vas aller moins au restaurant. Et donc l'économie va se contracter. Donc j'avais fait des calculs, encore une fois très savants il y a longtemps, en comparant la France et l'Angleterre. Alors encore une fois, c'est pas de la faute des fonctionnaires, c'est de la faute des gens qui les recrutent pour des jobs qui ne sont pas nécessairement autre chose qu'une fictivité d'économie. Oui, mais du coup, on se retrouve, à partir du moment où l'État français représente 60% des dépenses, on peut penser qu'il y a une majorité de Français qui travaillent pour l'État ou pour l'État large, par exemple la sécurité sociale. Et à ce moment-là, s'il y a une majorité de Français, est-ce qu'ils vont voter? Ça pose un vrai problème pour la démocratie. Est-ce qu'ils vont voter pour sortir de ce système infernal? Et par ailleurs, d'aucuns te diraient que l'école n'a jamais été aussi mal gérée, l'éducation nationale,
et les hôpitaux non plus. Donc, ils ont recruté des fonctionnaires, mais dans des secteurs intermédiaires encore une fois, communauté de communes pour parler de choses irritantes, qui n'apportent pas de services en plus. Et ils ferment des hôpitaux, voilà. Par exemple, dans les Pyrénées, si vous êtes dans les Pyrénées quelque part, dans les Pays-Bas, vers Haro ou n'importe quoi, il n'y a plus de maternité, il faut aller il faut faire 70 km jusqu'au prochain hôpital. Je crois que là, il y a un lit sur 5 qui a été fermé. Un lit sur 5 qui a été fermé. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation stupéfiante où il y a plus de gens qui travaillent dans les hôpitaux qui ne voient jamais un malade qu'il n'y a de médecins ou d'infirmières. Des gens qui remplissent des papiers, des CERFA C28, voilà, 32. J'ai reçu ici un professeur de médecine qui expliquait qu'il passait 30 à 40% de son temps à remplir des papiers, à aller à des comités pour remplir des papiers. Tout agriculteur te dira la même chose. Il te dira qu'il y a 30 ans, maintenant il passe sa vie à faire des documents pour l'Europe, pour machin, alors qu'il a le même terrain de luzerne. Et on est arrivé à cette situation extraordinaire qu'aujourd'hui la France a un déficit dans ses produits agricoles. Vous savez quel est le deuxième plus gros exportateur de produits agricoles dans le monde aujourd'hui, après les États-Unis bien sûr, c'est la Hollande. La Hollande qui est grosse comme un confetti, quoi. Et pourquoi? Parce qu'ils ont fait, ils sont pas idiots. Ils ont fait des serres. Ils ont fait des serres absolument gigantesques, chauffées. Où ils produisent toute l'année. Donc si vous bouffez des tomates aujourd'hui en France, c'est parce qu'elles sont faites dans des serres chauffées, mais elles sont dégueulasses, leurs tomates. C'est comme ils font des toutes petites roses, qu'on voit absolument partout, qui servent à rien. Franchement, c'est pas des belles roses. Mais on les voit partout, elles sont effectivement pas chères, elles s'ouvrent jamais. C'est des fleurs qui ne s'ouvrent jamais. T'as des sortes ça donne confiance, hein. Donc on a créé toute une série de fausses activités. Et si par exemple, imaginons qu'on ait une grosse crise de l'énergie dans les années qui viennent, on va se retrouver, chauffer les serres, ça va devenir hors de prix. Donc ils vont perdre cette rentabilité-là. Donc ils vont fermer, donc on va plus avoir de tomates. Donc faites pousser des tomates chez vous, les gars, ça me paraît... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a fait toute une série, à cause de ces imbécilités d'investissement, qui ne sont rentables que parce que il y avait toute une partie de l'Europe et du gouvernement français qui empêchait les Français de faire leur boulot en France. Normalement, les meilleures tomates du monde, elles sont faites dans la région d'Avignon, et puis c'est tout, quoi. Et elles sont faites quand c'est la saison des tomates, mais pas toute l'année. Oui, c'est comme un melon de Cavaillon, on n'a pas du melon toute l'année, on a du melon de maintenant, mois, on a des fraises toute l'année, mais elles sont dégueulasses, leurs fraises. Ça, c'est les fraises d'Espagne, elles sont pleines d'eau, c'est dégueulasse. Elles sont pleines d'eau, oui, parce que comme ils les vendent au poids, autant qu'elles sont pleines d'eau. Donc, on se rend compte que ces faux prix qui ont été créés un peu partout par toutes ces interventions étatiques, qui partent du taux de change jusqu'au taux d'intérêt en passant par le coût du blé ou j'en sais rien, ont déclenché des effets pervers partout dans l'économie et que l'une des choses qui sera dure quand il faudra retourner à une vraie économie de marché, c'est que donc tous ces investissements qui ont été faits sur des faux prix à cause de fausses régulations, ils ne vaudront pas très bien. Ils ne vaudront rien. C'est ce qui s'est passé à la chute de l'Union soviétique. Bon, alors là, imaginons, on se retrouve dans cette situation avec notre marge brute d'autofinancement des entreprises qui est escalée, un tissu entrepreneurial moribond, quand même, bon, même s'il y a du savoir-faire... Mais les entrepreneurs se sont tous barrés, je l'ai souvent dit ici, mais je vais le répéter, quand j'ai été arrivé à Hong Kong en France, quand je suis arrivé à Hong Kong en 2002, il y avait 5000 Français, ce qui était déjà beaucoup. Et aujourd'hui, il y en a 25 000, donc 20 ans après. Et ce sont tous des entrepreneurs. C'est-à-dire que les entrepreneurs français, on les trouve partout, sauf en France. Vous allez en Floride, il n'y a que ça. Vous allez à New York, il n'y a que ça. C'est ce qu'avait dit à l'époque Boris en parlant quand il était allé à Londres. Il dit j'ai quand même la deuxième ville française. Exactement, c'est ce qu'il avait dit à Juppé. Juppé lui disait qu'il était le maire de la troisième ville de France. Et Boris Johnson avait répondu, moi je suis le maire de la deuxième parce que j'en ai 400 000 de chez vous. Ils étaient tous là. Pourquoi? Parce qu'on les emmerdait pas. Et donc on retrouve le vieux mot de Pompidou, mais cessez d'emmerder les Français. C'est-à-dire que la première c'est presque une espèce de programme politique. D'ailleurs, ça m'amusait de voir que Zemmour le reprenait dans sa dernière... conférence à Biarritz. Non, conférence, il l'a fait quand il a été interviewé là sur la chaîne de radio Le Grand Jury ou je sais pas quoi. Oui, c'était dimanche alors. C'était dimanche, c'est ça. Et donc il a dit il faut penser à Zemmour.
Il m'aurait dit, il faut passer un peu vidéo. Donc, la première idée, c'est cesser d'emmerder les Français. Donc toi, le premier truc, là, si tu je ferai un moratoire sur tous les règlements, plus de nouveaux règlements. Deuxième chose que je ferai, c'est que je dirais, si vous voulez faire un nouveau règlement, parce qu'il est très important, vous en abolissez 3 précédents. Il y a un truc qu'ils avaient fait au Canada et qui était rudement malin, c'était de dire si une loi n'a pas servi, n'a pas été déposée, c'est-à-dire on ne s'en est pas servi dans toutes les juridictions de France et de Navarre, personne n'a utilisé cette loi, ni au Parlement donc non plus, hein, mais n'a utilisé de référence à cette loi, on considère au bout d'un an, quelqu'un peut dire bon ben voilà, regardez cette loi. Et elle sert à rien, comme l'histoire que pendant très longtemps on ne pouvait faire porter de pantalon quand on était une femme que dans l'enceinte du bois de Boulogne, on aurait pu depuis très longtemps abolir, puisque personne ne s'en serait servi pour mettre des contraventions, dire bon ben voilà, on va considérer que cette loi est forclose, et puis voilà, on abolit des lois. On abolit des lois. Ou alors à la limite, une loi dont personne ne s'est servi depuis 3 ans, par exemple, je crois que c'était le cas au Canada, mais je suis pas sûr. Et déclarée désuète. Et automatiquement morte. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. Elle disparaît du code. Elle disparaît tout ça. Et j'ai vu par exemple qu'il y avait des lois tout à fait spéciales qui avaient été créées pour les femmes qui étaient enceintes, ce qui paraît bien logique, et qui servaient d'un marteau-piqueur dans les travaux publics. Bon, je veux pas rigoler, mais enfin, il y a combien de femmes d'abord qui servent d'un marteau-piqueur et en plus enceintes? Il doit y en avoir. Il n'y en a jamais eu. Donc, si vous voulez, il y a un gars qui a fait passer une loi pour l'utilisation des marteaux-piqueurs dans les travaux publics par les femmes enceintes. Enfin, je veux dire, c'est... je comprends d'ailleurs, je comprendrais, parce qu'un marteau-piqueur, c'est pas une bonne chose pour le bébé. Mais tu pourrais penser de laisser ça des conventions collectives, à la rigueur, je sais pas, de laisser ça... De laisser ça, mais... Ou à la gestion d'un contrat de travail qui pour dire, voilà, dans l'éventualité où je serai enceinte, je ne ferai plus de marteau-piqueur. Voilà, pour la secrétaire à la Défense, elle signerait avec bonheur. Mais bon, tu peux... Non, mais donc, il y a quand même toute une série de trucs comme ça. Alors, donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est sortir de cet esprit qui est l'esprit des fonctionnaires de méfiance. C'est-à-dire qu'ils pensent que, dans le fond, l'administré de base, il cherche qu'à enfumer les autres. Donc, passer d'un esprit de défiance à un esprit de confiance. Je raconte aussi souvent cette histoire. Il y a quelques années, Louis, mon fils, qui se trouve être mon patron aussi, a débauché la gérante vedette de la Banque centrale de Hong Kong pour les obligations chinoises. Vous voyez où je veux en venir. Absolument pas. D'ailleurs, c'est très bien, il vaut mieux pas que tu le saches. Donc, Louis est convoqué à la Banque centrale de Hong Kong. Il se dit, je vais en prendre plein la tête. Donc, il y va la mine basse, comme un chien qu'on fouette. Il l'invite à déjeuner, le gouverneur, les 3 sous-gouverneurs. Et ils lui disent, monsieur Gab, vous développez une affaire à Hong Kong qui a l'air très intéressante. D'ailleurs, il y a une de nos meilleures gérantes qui vous a rejoint, donc ça prouve qu'elle aussi, elle a trouvé que c'est intéressant. Comment peut-on vous aider? Donc je me suis dit, si j'avais débauché le meilleur gérant des obligations chinoises de la Banque de France, ou du Trésor, j'en aurais pris plein la tête. T'aurais eu un contrôle fiscal, déjà. J'aurais eu 2 contrôles fiscaux, des amendes, etc. Donc, il faut remettre l'administration dans le vrai sens, c'est-à-dire comment je peux vous aider. Et la meilleure façon dont je pourrais vous aider, c'est peut-être de cesser de vous emmerder sans arrêt, quoi. Bon. Donc ça, il faut aussi faire un changement dans l'administration. Le contribuable n'est pas automatiquement un fraudeur. Il y a eu quelques faits d'étape, mais je dois dire que les gens qui m'ont fait un contrôle fiscal quand j'ai déclaré que je revenais en France, j'ai eu droit tout de suite, ont été parfaitement convenables. Donc je n'ai pas à me plaindre des gens avec qui... Quand j'étais en face avec des gens dans l'administration, j'ai souvent trouvé des gens compétents et qui cherchaient à m'aider. Mais l'esprit était quand même... De la loi, c'était quand même toujours... On va essayer de savoir avant comment vous coincez, si vous faites quelque chose de pas bien. Donc. Et ensuite, j'ai reçu ici Charles Pratt il y a quelques jours. Vous pouvez regarder ça sur le net, d'ailleurs, sur notre chaîne. Après, d'après ses calculs, il y a à peu près 100 milliards d'euros de fraudes diverses et variées en France. Charles Prats, d'ailleurs, qu'on salue et auquel on apporte tout notre soutien, puisque, comme vous le savez,
le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti, a jugé qu'il était possible qu'il ait, dans ses livres, donc il y a eu une atteinte à son devoir de réserve en tant que magistrat, devoir de réserve qui quand même est une notion relativement subjective et dont je ne sais pas véritablement comment elle va être appréciée par les personnes qui aujourd'hui, puisqu'il est en ce moment même, on est le 28 octobre, en pleine audition qui va durer 27, 28, 29 octobre, donc 3 jours d'audition, pour qualifier et voir si ces livres auraient été une atteinte à ce fameux devoir de réserve qu'on a particulièrement ressenti au moment de l'affaire Fillon, le dit devoir de réserve, c'est-à-dire qu'on était tous au courant, absolument en temps réel, des auditions, de ce qu'il y avait, abominable qu'avait fait de ce qu'il y avait dans les PV d'audition. Par contre, l'affaire Alstom, sur lequel il y a une instruction qui a été lancée il y a déjà un certain temps, qui semble montrer qu'il y avait une complicité active des plus hauts personnels de l'État dans la vente des bijoux de famille français à un groupe américain, y compris d'ailleurs ce qui nous permet de contrôler toute notre force de frappe, nos sous-marins atomiques et nos centrales. Là, il y a un énorme devoir de réserve. Là, non, mais c'est pas ça, mais surtout, ça va très, très, très lentement. Et à ma connaissance aussi, la dame qui a ruiné Areva, Madame Lauvergeon, là aussi, elle continue je ne sais combien de conseils d'administration, etc. Donc, on voit bien que la justice s'applique de façon très différente. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Donc à ce titre, j'espère simplement que, à titre personnel, que l'audition de notre ami Charles Prats ne sera qu'une formalité, certes désagréable et très fatigante pour lui de 3 jours. Et en tout cas, je vous enjoins tous à suivre ça d'un œil affectueux. Et le cas échéant, à écrire à votre député en disant « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Un homme qui, pour une fois, fait son boulot... » Et informe les Français, informe de dérives. En donnant tous les documents, c'est-à-dire que ce n'est pas des opinions, il parle de faits. Il ne peut pas y avoir de devoir de réserve sur les faits. Au contraire, il y a une obligation pour un fonctionnaire de dénoncer les faits. L'outrance et tout ce qui est pénalement répréhensible. Enfin, il a quand même prêté serment pour ça. Alors, j'imagine bien qu'il en a référé à sa direction, en temps et en heure. Enfin, il est magistrat du siège, donc il est indépendant, mais enfin qu'il en a parlé à autrui. Je pense effectivement que tout a été fait dans les règles. Je le connais suffisamment pour ça. Et bon, j'espère que c'est juste une sorte de petit coup de semonce envers Charles Prats, mais en tout cas c'est très fatigant et fort désagréable. Et complètement injustifié, surtout de la part d'un homme qui se dit de gauche. Et je trouve que aussi, j'imagine que ça n'aura pas de, enfin pas trop. J'ose espérer que ça n'aurait pas de conséquences pour sa carrière future, car encore une fois, que ça ne soit pas ce qu'on appelait un limogeage. Donc, deuxième chose, il faut changer l'état d'esprit. La troisième chose, c'est qu'il faut que les Français se rendent bien compte que cet argent qui a été volé par Mitterrand, toutes ces troupes, cet argent qui a été volé par les autres, au moment où on a dépecé les entreprises françaises, etc. J'ai reçu ici le député qui a été chargé de la commission d'enquête sur Olivier Marleix sur Alstom, etc. C'est de l'argent qui leur appartient et qu'une grosse partie du déficit budgétaire et de la croissance de l'État, c'est des gens qui leur volent leur argent, mais qui leur volent comme au coin du bois. Donc, ce qu'il faut que le prochain gouvernement fasse, c'est que d'abord, il fasse un audit des dépenses de l'État pour savoir exactement comment l'argent de l'État est dépensé et par qui, parce qu'on n'a pas la moindre idée. Par exemple, vous le savez tous, on est 57 millions de Français, je crois qu'il y a 67 millions de cartes vitales, donc il y a un loup. On est 65 millions de Français, c'est 75 millions de cartes vitales, je corrige mes chiffres, mais enfin voilà quoi, donc là aussi c'est du vol, c'est le tourisme africain qui arrive chez nous, que les gens prennent des avions pour venir se faire soigner gratuitement, etc. Il n'y a pas de raison. Et il faut que chaque fois qu'on fera une économie, chaque fois qu'on mettra un fraudeur en prison, chaque fois qu'on fera le nécessaire, que le prochain gouvernement fasse un coup de 50-50, c'est-à-dire qu'ils disent, bon ben,
Il y a 50 qui va à la réduction du déficit budgétaire et il y a 50 qu'on vous donne en réduction d'impôts. J'en profite pour faire un aparté parce qu'on va y avoir droit. Nous ne sommes pas non plus pour la fraude fiscale. Ce n'est pas parce qu'on veut aller récupérer la fraude sociale qu'on dirait formidable. Alors oui, la fraude fiscale, c'est mal. Oui. Pour autant qu'on le sache... Il en donne le chiffre, c'est au maximum de 25 milliards. Oui, mais imaginons, ils font tout ce qu'ils peuvent à Bercy. Hein. Donc si vous vous croyez plus malin que les autres, dites-le. Mais en tout cas, pour l'instant... Le chiffre des 100 milliards de fraude fiscale, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Il y a de l'optimisation fiscale. L'optimisation fiscale, rappelons-le, n'est pas illégale. Sinon, il n'y aurait pas de fiscalistes. Brûler tous les fiscalistes, mais c'est leur boulot. D'optimiser, et vous-même en général, si vous allez voir un fiscaliste, c'est justement pour essayer, et tout ce qui est des lois celliers, des lois machin, qu'on a eu au fur et à mesure du temps, c'est effectivement de l'optimisation fiscale dans une certaine mesure. Se servir de ce qui est légal pour dépenser son pognon de façon moins idiote, ça n'est pas illégal, et c'est au contraire pour ça qu'on paye des gens, des comptables, des fiscalistes. Bon, ça, point fermé. Donc, encore une fois, il faut arrêter de vous faire monter le bourrichon avec cette histoire. Les 100 milliards de fraude fiscale, ils n'existent pas. Ça n'existe pas. Il y a de l'optimisation, il y a des sociétés, oui, les GAFAM, oui, on sait tout ça. Bon, alors, bien malin celui qui arrivera à faire quoi que ce soit, mais en tout cas, nous, au niveau de la France, encore une fois, parlons de la fraude sociale, parlons de choses... Des gens qui fraudent les lois, règlements et constitutions existantes. Ceux qui, dans le fond, fraudent à la TVA, ce sont des groupes criminels, souvent basés en Italie, et qui fraudent à la TVA partout en Europe. Bien, ça, il faut lutter contre parce qu'ils nous volent de l'argent. Et ça, c'est pas de la fraude fiscale, c'est de la criminalité. Donc, encore une fois, il faut... On va avoir... Le prochain président aura un gros boulot. Pas très populaire. À mon avis, au début, il y aura du sang et des larmes pendant au moins 2 ans. Il y aura du sang et des larmes. Mais il a un double travail et qui est très difficile à expliquer aux Français. Il va falloir que l'État régalien, c'est-à-dire la police, la justice, l'armée, la diplomatie, peut-être l'aménagement du territoire, mais c'est pas sûr, on lui transfère beaucoup d'argent parce qu'il est misérable. Il n'a plus un rond, les écoles, les commissariats, c'est des taudis, enfin bref. Ça, c'est la première des choses. Donc il va falloir que l'État régalien monte. Renaisse de ses cendres. Renaisse de ses cendres. Et il va falloir que cette espèce d'État crapuleux qu'on a branché sur l'État régalien. Nourri de prébendes. Nourri de prébendes qui nourrit une espèce de classe abominable. Celui-là se contracte très très fortement. Et donc on va avoir un double mouvement. Le prochain, il doit être à la fois très étatiste et très anti-étatiste. Tout ce qui n'est pas des missions de l'État fondamentale, c'est-à-dire l'État, c'est l'endroit où il travaille, c'est l'endroit où il n'y a pas de marché. C'est-à-dire on ne peut pas avoir, par exemple, une police privée. Parce que ça, c'est pas possible. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une armée privée. Donc ça aussi, c'est pas possible. Donc s'il n'y a pas de marché, s'il n'y a pas de prix de marché, il faut que ce soit l'État qui paye pour faire régner et c'est pour ça qu'on paye des impôts et c'est normal. C'est la sécurité. Là, il n'y a aucun problème. Mais tout ce qui est achat de vote, tripatouillage électoraux, etc., doit disparaître. Et doit être... comité artistique. Le comité artistique, il n'y a aucune raison, par exemple, que le paysan français qui est dans la misère subventionne l'Opéra de Paris. Moi, j'aime bien l'opéra, mais je veux dire, si je veux payer les... Parce que du coup, les gens qui sont à l'Opéra de Paris font n'importe quoi parce qu'ils s'en foutent, ils seront toujours payés par l'État. D'ailleurs, les grands festivals, il faut fermer le ministère de la Culture. Les grands festivals sont pratiquement tenus par des mécènes. Un festival comme Aix-en-Provence est tenu par un mécénat. Des mécènes, tous américains. Oui. Pour les grands donateurs, oui. Pour les grands donateurs, ils sont tous américains. Donc, voilà ce qu'on veut dire, c'est-à-dire que le prochain président, son rôle, ça va être de faire baisser le poids de l'État. Inefficace. Et de faire monter le poids de l'État dans ce qu'il a d'efficace. Mais, encore une fois, il ne faut pas se tromper. J'ai vu ça arriver en Suède. La Suède, en 1992, a fait faillite. Le poids de l'État était aux alentours de 62, c'est-à-dire à peu près là où on est aujourd'hui. Et depuis, donc, 92, ça doit faire un petit moment, ça fait 30 ans, quoi. Oui.
Et ce qu'ils ont fait les Suédois, c'est qu'ils ont graduellement réduit le poids de l'État. Ils n'ont pas donné un énorme coup de hache, ils ont pris des mesures. Aujourd'hui, ils se retrouvent aux alentours de 40, comme l'Allemagne. Alors ça, c'est l'histoire de la fameuse queue du chien. Est-ce que tu la coupes d'un coup Non, mais ils ont coupé toute une série de queues assez rapidement, mais ils ont pas, ils sont débrouillés. Ils ont graduellement. Le Canada a coupé aussi très brutalement, mais aussi graduellement. Parce qu'il faut bien que les gens comprennent quelque chose. Dès que les choses s'amélioreront, dès que l'État commencera à se restreindre, dès que l'État partira dans le bon sens et qu'il retrouvera ses vraies fonctions, les gens reprendront confiance. Et à ce moment-là, l'économie redémarrera. Donc, ça n'est pas tellement une histoire de niveau, c'est une histoire de direction. Il faut que fondamentalement, le pouvoir politique assure aux Français, et pour ça, comme il va se heurter à des énormes blocs, il faut qu'il s'appuie sur le peuple par le référendum d'initiative populaire. Chaque fois qu'il y aura un conflit avec ces gens qui prétendent être protégés et continuer à être payés à ne rien foutre, il faudra qu'il pose la question au peuple en disant « qu'est-ce qu'on fait ?» Parce que c'est la seule façon de traiter le problème. On ne peut pas le traiter sans le peuple. Écoutez, je pense que c'est une superbe conclusion de dire que tout par le peuple et tout pour le peuple. Voilà. Et que on a eu tout par la technocratie et tout pour la technocratie. Voilà. Donc, il faut changer. Encore une fois, ce qui permet de nous dire, un peu comme fait la Suisse, et ça nous apprendrait un petit peu. D'abord, je pense que ça réconcilierait aussi les Français avec la politique. Tout à fait. Puisque c'est une façon leur mère. un peu girondine aussi d'aller vers autrui. C'est ce que disait Nassim Nicolas Tayeb, et il disait effectivement, je ne fais pas confiance à un fonctionnaire qui ne boit pas de mon eau. Et j'adore dire ça, parce qu'effectivement, on a tous ce sentiment de dire, si on ne boit pas à partir du même puits, nos enfants ne vont pas à l'école ensemble, quelque part, on ne se connaît pas. Voilà. Écoutez, je suis ravie d'avoir fait encore cette nouvelle émission. J'espère que vous aurez aussi appris plein de choses. En tout cas, le DAF est absolument à fond. Il a senti qu'il y avait un mouvement. Oui, il s'est mis en petite crapotine. Vous ne devez pas le voir là, mais il s'est mis les deux pattes par terre, c'est adorable. Comme un petit poulet, comme ça. Comme une petite cuisse de grenouille. Oui, tu es mignon, mon cœur. Voilà, mais écoutez, on vous dit à la semaine prochaine. Et merci beaucoup de nous avoir suivis à nouveau. Merci.